Good morning or good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. My name is Marie-Claude Allard, and I'm the communication lead for CANU, the Canadian Urban Environmental Research Consortium. This is the 8th and last webinar from our equity-based climate adaptation project, which is being done in collaboration with CHASE, the Canadian Health Association for Sustainability and Equity, with funding from the FCM, the Federation of Canadian Municipalities. I would like to start by acknowledging that the Université de Montréal, where I work, is located on non-treaty Aboriginal territory. This land has long served as a site of meeting and exchange among Indigenous peoples. I wish to pay tribute to those who, since time immemorial, have been its traditional custodians. Before we get started, I would like to remind you to turn off your camera and stay on mute during the webinar. This presentation will be recorded and sent to all registered participants. As mentioned in the registration, this presentation will be given in French. If you have questions during the presentation, please put them in the chat in English or in French, and our speaker and her colleagues from Montreal will answer the questions at the end of her presentation in the language that was asked. I will now switch to French for the rest of the webinar. J'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière Ikram Abdel-Jalil, ingénieure au sein de l'équipe infrastructure verte dans la division du développement urbain et direction de la gestion des actifs et services de l'eau pour la Ville de Montréal. À vous, Ikram. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur le programme des parcs éponges et des infrastructures vertes drainantes sur rue à la Ville de Montréal. Pardon. Pardon. Dans la présentation, j'aborderai rapidement le contexte de la Ville de Montréal, les objectifs de notre programme. J'aborderai en détail la stratégie d'implantation, les partenariats externes et je présenterai les résultats obtenus en 3 ans, les défis rencontrés dans l'implantation de ces ouvrages et je finirai par une conclusion. Pardon. Alors, je commence par une brève introduction du contexte dans lequel se trouve la ville de Montréal. Montréal est située au Québec. Elle est entourée d'une île, c'est une île, entourée du fleuve Saint-Laurent, notamment. Elle a récemment célébré son 375e anniversaire. Montréal compte environ 1,76 million d'habitants. Et sa particularité, je pense que c'est différent des autres municipalités peut-être au Canada, mais elle est composée de 19 arrondissements qui sont représentés en orange foncé sur la carte. Et en orange clair, ce sont plutôt des villes liées à l'agglomération de Montréal. Donc, chaque arrondissement est indépendant dans sa gouvernance pour le type de projet qu'ils veulent mettre en place au sein de leur territoire, ce qui a quand même une importance pour implanter ce genre de programme-là. L'autre particularité de la ville de Montréal, c'est que ses sols naturels sont très peu perméables. Ils sont surtout constitués d'argile, de silt qui laissent peu passer l'eau. Et la ville aussi est très urbanisée. Une grande partie des anciens ruisseaux et des cours d'eau qui existaient à l'époque ont été canalisés. Donc, ce qui représente d'autant plus de défis pour l'implantation des ouvrages tels que des infrastructures vertes et des parcs éponges. Pour continuer un peu dans le contexte, donc notre programme s'inscrit dans le contexte justement des changements climatiques qui font en sorte que on a des événements de pluie qui sont de plus en plus intenses et fréquents. Ces pluies, pour la plupart, dépassent les critères de conception du réseau d'égouts, qui, à l'époque, avaient été conçus pour surtout gérer des eaux usées domestiques. Et on se retrouve aujourd'hui, avec les changements climatiques, à devoir gérer des eaux de pluie qui ruissellent sur la chaussée, en plus des eaux usées domestiques, dans le même réseau d'égouts. Et ces pluies-là sont responsables d'inondations. Et donc, avec ce contexte de changement climatique, en plus, on retrouve le contexte réglementaire qui est de plus en plus strict, qui impose aux villes de trouver des solutions innovantes.
Donc, ça a obligé la ville de Montréal à diversifier ses stratégies et à pas seulement se contenter des anciennes solutions qui sont des conduites d'égout. Donc, il faut multiplier les stratégies pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Le plan d'action de la ville de Montréal s'articule autour de trois principaux axes en fonction du type de pluie et en fonction de l'impact de ces pluies-là sur l'environnement et sur les citoyens et les citoyennes. Donc, on a d'abord les petites pluies qui, elles, sont surtout responsables des surverses, des débordements d'égouts à l'environnement, parce que justement, comme je vous le mentionnais, le réseau d'égouts était surtout conçu pour les eaux usées. Et donc, il est composé de 162 ouvrages qui sont connectés soit à la rivière des Prairies, soit au fleuve Saint-Laurent, et qui débordent lors de certaines pluies. Et donc, pour essayer de contrer un petit peu l'effet de ces petites pluies, on aménage des infrastructures vertes drainantes sur rue qui ont justement la capacité de venir réduire le nombre de débordements qui sont à l'environnement et donc d'améliorer la vie aquatique et de permettre les activités récréo-touristiques. Donc, la solution aux petites pluies qu'on a trouvée à Montréal, qu'on essaie de mettre en place, ce sont les infrastructures vertes drainantes sur rue. On a un autre type de pluie qui sont les orages violents qu'on rencontre de plus en plus dans le contexte des changements climatiques, qui eux qui peuvent être responsables d'inondations de surface et qui peuvent avoir un impact sur non seulement la sécurité publique quand on a une accumulation d'eau en surface, mais aussi inonder les bâtiments avec l'eau qui rentre justement par les entrées de garage ou les seuils de porte qui sont des sous-sols ou des fenêtres de sous-sol, etc. Et donc, pour essayer de diminuer les risques liés à ces inondations de surface, notre solution, c'est d'aménager des espaces publics résilients. Les parcs éponges font partie de ces espaces-là, au même titre que les places publiques, par exemple. Finalement, le troisième type de pluie, toujours lié à des fortes, enfin la troisième type d'impact qu'on peut retrouver, c'est lié aux fortes pluies. Et donc, les fortes pluies peuvent aussi provoquer des inondations des bâtiments à cause des refoulements d'égouts, donc l'eau qui rentre par les toilettes ou par les douches. Et ça, c'est surtout dû au cadre bâti qui est mal adapté, notamment, par exemple, quand les bâtiments n'ont pas de clapet anti-retour. Ben, l'eau, quand il pleut très, très fort, on peut avoir un retour d'eau par les toilettes ou la douche, etc. Le programme dont je vais vous parler aujourd'hui, il est surtout concentré sur les deux premiers impacts, donc liés aux petites pluies et aux orages qui provoquent des inondations de surface. Ce sont donc les solutions qui permettent de répondre à ces pluies-là sont d'une part les infrastructures vertes drainantes sur rue, dont j'ai mis quelques photos à gauche, et les espaces publics résilients. Alors, j'ai mis EPR pour espaces publics résilients, mais ça inclut d'une part les parcs éponges et d'autre part les places publiques. Donc, ce sont des solutions fondées sur la nature parce que ces aménagements sont végétalisés. Ils permettent la gestion des eaux de pluie qui ruissellent sur la chaussée et ces aménagements peuvent prendre plusieurs formes. Donc, on voit ici différents types d'infrastructures vertes sur rue et à droite, différents types d'aménagements de parcs éponges. Plus précisément, c'est quoi une infrastructure verte sur rue? C'est un aménagement qui est verdi, donc qui contient des végétaux, des arbres, des graminées, des arbustes. D'abord, en fait, ces aménagements ont été conçus pour sécuriser les routes. Ils ont plusieurs fonctions. La première, c'est sécuriser les routes quand on les aménage à l'intersection de deux rues, permettre de gérer les eaux. Ils sont verdis, donc ils ont la propriété de diminuer les îlots de chaleur qu'on retrouve en ville parce que Montréal est très urbanisé comme la plupart des grandes villes. Ça permet d'augmenter la biodiversité en ville, de reconstruire des habitats naturels. Ça permet aussi d'avoir des emplois verts. Et ça, on se rend compte que les jeunes qui vont entrer dans le marché de l'emploi sont beaucoup plus intéressés par ce type d'emploi qui
chose qui n'est pas négligeable. Une infrastructure verte sur rue est constituée donc de plus notamment une entraînagement par les bordures qui sont abaissées. Ensuite, l'eau passe par un ouvrage de sédimentation pour enlever tout ce qui est sédiment qu'on retrouve sur la chaussée. Elle entre dans notre infrastructure, elle s'infiltre à travers un sol spécial qui permet justement à l'eau de s'infiltrer, en ce qu'on appelle un substrat de biorétention. Ensuite, elle s'accumule en surface parce que justement, en fait, le niveau des sols est plus bas que le niveau de la chaussée. Elle est évapotranspirée grâce aux végétaux qu'on a aménagés à l'intérieur. Et puis finalement, le surplus d'eau qui n'aura pas pu s'infiltrer, se stocker en surface ou être évapotranspiré, il retourne au réseau d'égout et puis il est acheminé à la station d'épuration en général. L'infrastructure verte drainante sur rue peut prendre plusieurs formes. La plus populaire, c'est celle qu'on retrouve à l'intersection de deux rues, parce que, comme je vous le mentionnais, en fait, ça permet de sécuriser aux abords des écoles, des maisons pour aînés, donc en rétrécissant la largeur de la rue, ça permet que la vitesse des autos est plus faible. Ensuite, ça peut être intégré au trottoir directement, comme sur la photo qu'on voit ici à gauche, et justement prendre la forme d'une fosse d'arbre qui peut être soit simplement végétalisée, enfin c'est une fosse plutôt drainante, pardon, qui peut être soit simplement végétalisée, soit avoir un arbre et puis on l'appelle la fosse d'arbre. Elle peut être longue, comme ici on voit sur la photo en haut à droite, et prendre la forme d'une noue, comme sur l'avenue Papineau, ou encore être aménagée au centre d'une rue, comme on voit ici dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Cet aménagement-là, il a été installé justement pour sécuriser la route et donc en rétrécissant sa largeur. Donc, concernant les infrastructures vertes, la ville a commencé d'abord par fixer des objectifs à atteindre, parce que si on n'a pas d'objectifs, on se rend compte que finalement, les gens n'ont pas nécessairement d'intérêt à les implanter. Donc, on a commencé par fixer des objectifs dans le plan de gestion des débordements qu'exige le ministère de l'Environnement au Québec. Et donc, notre objectif, c'était d'abord d'aménager 10% d'infrastructures vertes pour tout projet de construction ou de reconstruction de rue. Maintenant, il y a d'autres documents stratégiques qui reprennent ces orientations et qui les amènent encore plus loin. Je pense notamment au document qu'on appelle la stratégie montréalaise de l'eau ou au nouveau plan d'urbanisme et de mobilité qui est encore plus ambitieux en termes d'objectifs. Pour les espaces publics résilients dont font partie les parcs, oui, c'est ça. Donc, le deuxième objectif, enfin, le deuxième grand volet de notre programme, ce sont les espaces publics résilients dont font partie les parcs éponges. Alors, j'ai remis la définition complète parce que je trouvais ça intéressant de vraiment l'avoir. Ce sont des espaces publics qui sont conçus pour gérer intelligemment l'eau de pluie, en particulier lors des événements extrêmes qui dépassent la capacité des réseaux d'égouts. Les parcs éponges permettent à l'eau de s'accumuler temporairement en surface dans les zones multifonctionnelles inondables avant de retourner au réseau ou de s'infiltrer dans le sol. C'est une approche qui est durable, économique et visible. Pourquoi? Parce qu'on voit l'eau, on apprend à vivre avec l'eau et on apprend à valoriser l'eau. On va être confronté à la présence d'eau de manière beaucoup plus fréquente en raison des changements climatiques. Donc, il faut qu'on vive avec. Et donc, en fait, je vous ai mis ici deux images. L'image en haut à gauche, c'est un aménagement qu'on voit souvent, en fait, qui n'est pas résilient. On voit qu'ici, il peut y avoir des bâtiments vulnérables, comme par exemple un hôpital, un bâtiment, un bâtiment résidentiel, une école, peu importe. Et là, ce qui se passe dans les aménagements traditionnels, c'est que quand il pleut très, très fort, on a une accumulation d'eau sur la chaussée parce que les puisards qu'on voit ici sont pas capables de fournir à la demande. Et donc, l'eau emprunte le chemin le plus facile par gravité
et elle peut donc rentrer dans les bâtiments vulnérables et puis provoquer des inondations. En venant implanter des parcs éponges, comme on voit sur la figure en bas à gauche, en fait, on retravaille la géométrie des rues de sorte à ce que l'eau qui tombe sur la chaussée ruisselle en surface, puis au lieu qu'elle soit dirigée vers les bâtiments vulnérables, ben, on la réoriente vers des zones de moindre impact, en l'occurrence ici, le parc éponge qui est illustré sur l'image à gauche. Les cinq principaux principes, enfin, pardon, les 5 principes d'un parc éponge sont d'abord des aménagements qui permettent une gestion de l'eau de toutes les récurrences de pluie. Donc, en fait, on fait la conception jusqu'à la pluie de récurrence 100 ans. Ce sont des aménagements qui ont d'abord une surface dédiée pour les petites pluies. Donc, au lieu que l'eau aille directement dans des espaces multifonctionnels, on dirige l'eau d'abord dans un espace dédié qui va capter sur les principaux contaminants qu'on peut retrouver sur la chaussée, comme les hydrocarbures, etc. On vient les concentrer dans un premier espace et ensuite l'eau de cet espace déborde vers d'autres espaces du parc qui sont eux multifonctionnels et inondables. Donc, parce que vraiment le principe d'un parc éponge, c'est qu'on veut qu'il soit d'abord utilisé pour l'usage principal pour les citoyens, comme par exemple un parc pour enfants, une zone de pique-nique, etc. Pendant 98% du temps, ça va être ça sa fonction. Et 2% du temps, quand il va pleuvoir très très fort, ben, il va servir à stocker les eaux de la rue pour les éloigner des bâtiments vulnérables. Donc voilà. Sur cette diapositive, je vous ai mis quelques photos d'aménagement, quelques photos de parcs éponges. Donc, on voit ici la zone dédiée en temps sec. Donc, c'est un aménagement qui est très utilisé, enfin très occupé par les enfants. Ils aiment sauter de roche en roche, venir jouer à l'intérieur de la biorétention, etc. Puis quand il pleut, ben, il sert à stocker l'eau de la rue. Ensuite, cet espace-là, pour le premier exemple, une fois qu'il est rempli, ben, il déborde vers une autre surface multifonctionnelle dont l'usage principal, c'est une plaine inondable, enfin une plaine, pardon, utilisée par les citoyens pour faire des pique-niques, pour se détendre. Un autre exemple ici, c'est une place publique, justement, avec ici un petit jardin de pluie, une biorétention qui sert à accumuler de l'eau. C'est ce même parc ici. Donc, on voit que l'eau de la chaussée, elle est redirigée à travers la bordure qui a baissé vers l'espace de biorétention. Puis on voit bien que c'est une zone très urbanisée avec une rue, la rue Mont-Royal ici, qui est très occupée, très achalandée. Ici, un autre petit parc de quartier dans l'arrondissement Verdun, où on voit qu'en temps sec, ben, ce sont quand même des aménagements qui sont très agréables pour les citoyens et qui sont très utilisés par les citoyens et notamment les enfants. Dans les documents stratégiques, donc, on a commencé pareil par le plan de gestion de débordement qui est sorti en 2021. Donc là, on a imposé pour tout nouveau projet de développement immobilier l'obligation d'aménager un espace public résilient en point bas à partir de 5 hectares. Donc, n'importe quel projet de développement immobilier qui a plus que 5 hectares avait l'obligation d'aménager ça. Ensuite, on a évolué dans nos orientations dans la stratégie montréalaise de l'eau, notamment, qui est sortie cette année, où, en plus, pour tout nouveau projet, par exemple, de réfection de parc ou une place qui existe déjà, peu importe qu'elle fasse partie d'un projet de développement immobilier ou non, il y a l'obligation d'aménager un espace résilient à l'intérieur et de modifier la géométrie de la rue pour amener l'eau de la rue vers ces espaces-là lorsque nécessaire. Donc, pour arriver à avoir cette acceptation sociale, puis avoir autant d'aménagements de ce type au sein de la ville, il a fallu passer par plusieurs étapes. Donc, je vous rappelle ici quelques principales étapes qui nous ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. D'abord, ça a commencé en 2008-2015 par vraiment des tout petits projets pilotes. Je vous ai mis quelques photos ici avec on voit l'eau qui rentre, qui sont pas optimisées, mais qui ont permis de semer des petites graines. Ensuite, à partir de 2015,
on a commencé à écrire des documents, des orientations dans certains documents, donc dans celui-ci là que je vous ai montré sur la diapositive. En 2017-2021, on a poursuivi par des projets de démonstration qu'on appelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire plein, on s'est dit on va en faire un ou deux vraiment beaux, jolis, etc., justement pour favoriser cette acceptation sociale, pour que les gens, justement, ils commencent à s'habituer et puis faire quelque chose de beau pour justement avoir rallier toutes ces personnes à notre plan. Et à partir de 2022, donc de 2022 à 2025, on a fait vraiment, on a un déploiement de ces aménagements vraiment à très, très grande échelle. Et je vais vous parler de justement la stratégie qui a permis d'avoir ce déploiement à grande échelle. Donc, ça a commencé, le premier élément qui a permis ce déploiement-là, c'est le financement. Ça a commencé en 2022. On a eu une subvention de 15 millions de dollars du ministère de l'Environnement. Et cette subvention-là arrivait avec des conditions à respecter. Notamment, il fallait qu'on aménage 8500 mètres carrés d'infrastructures vertes drainantes sur rue en 3 ans et qu'on gère 9000 mètres cubes d'eau de pluie qui tombe sur la chaussée dans des parcs éponges. Avec ce 15 millions-là, on avait le droit de financer une partie des travaux de ces aménagements. Et on a établi un taux à 1200 dollars le mètre cube d'eau gérée. Et on devait aussi payer le salaire, créer une équipe en fait d'experts, payer leur salaire avec une partie de la subvention. Avec cet argent, il fallait aussi qu'on finance toute la stratégie d'implantation, faire la promotion des projets, les formations, etc. Et aussi, ça a permis de financer des études de recherche et des développements d'outils. Donc, je vous ai mis ici la composition de l'équipe qui a été créée. 4 ingénieurs, une agente technique, une conseillère en planification et une chef de section. Voilà la composition de notre équipe infrastructure verte à la ville de Montréal. Le second élément qui a permis le grand déploiement est la communication, qui s'est faite à plusieurs niveaux. Puis ça, ça a été très, très important dans la stratégie. C'est qu'on avait une communication à l'échelle macro, à haut niveau, et une communication à l'échelle micro, à plus bas niveau. À l'échelle macro, la communication a été portée par nos directeurs qui écrivaient des notes officielles, qui décrivaient des documents stratégiques et qui allaient les présenter aux directeurs et aux directrices de chaque arrondissement, donc de chacun des 19 arrondissements de la ville, pour justement leur expliquer en quoi consistaient nos aménagements et en quoi c'était bénéfique pour l'environnement, pour la santé, pour tout en fait. La communication aussi a consisté à créer une boîte à outils qu'on partage à l'interne de la ville de Montréal. Puis en ce moment, on est en train de travailler sur un site Internet pour diffuser tous nos outils à l'externe, parce que là, actuellement, on les diffuse un peu à la pièce. On a créé des guides, on a créé des comités de travail et des conférences. Donc, tout ça, ça a été macro par nos gestionnaires. Et à l'échelle micro, donc notre petite équipe, on a fait beaucoup de présentations aux arrondissements, aux concepteurs. Aux concepteurs, on a commencé la dernière année et on va continuer. On accompagne vraiment à l'échelle du projet toutes les équipes qui portent le projet de ces aménagements-là. Donc, ça a permis justement de participer au changement de paradigme. Ça a favorisé les collaborations multidisciplinaires et ça a permis de mettre en capacité les différentes équipes de la ville pour qu'elles soient aussi capables de elles-mêmes implanter ces solutions-là sans forcément toujours faire appel à notre équipe. Un autre élément de la stratégie, c'était d'y aller par opportunisme pour commencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on savait qu'une rue devait être refaite pour X raisons, c'est-à-dire ça peut être pour refaire l'électricité, pour refaire la conduite d'aqueduc, pour refaire le gaz, peu importe la raison qui faisait que une rue devait être reconstruite, là, on arrivait avec l'obligation d'aménager des infrastructures vertes en surface sur ces rues-là. Donc, ou un parc,
c'était aussi valable pour un parc. S'il y a un parc qui doit être faire l'objet de travaux, par exemple, pour mettre à jour les jeux pour enfants ou le chalet du parc ou peu importe. Là, on est arrivé avec l'obligation de créer un espace résilient au sein de cet espace des parcs ou des places publiques. Donc, on est allé vraiment par opportunisme. Maintenant, on réfléchit de plus en plus pour que nos interventions soient ciblent des secteurs plus vulnérables. Autant aux îlots de chaleur, autant aux inondations, etc. Donc, on travaille sur une stratégie un peu plus ciblée. Pourquoi on y est allé par opportunisme? À cause de la subvention qu'on a eue du ministère de l'Environnement, qui était sur 3 ans et qui nous imposait d'aménager 8500 mètres carrés d'infravert et de gérer 9000 mètres cubes. Donc, il fallait aller très vite, très, très vite. Et la solution, c'était d'y aller par opportunisme. Sinon, c'était impossible d'atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'Environnement. Un autre élément encore qui fait partie de la stratégie d'implantation, c'est d'écrire des orientations claires, chiffrées, exemple 10% d'infrastructures vertes sur l'emprise de rue, dans des documents stratégiques. Ça a permis de créer des leviers et de forcer les équipes à implanter ces ouvrages-là au sein de leur territoire. Donc, parmi les documents stratégiques, on a le Montréal 2030, le plan climat 2020-2030, la stratégie montréalaise de l'eau. Récemment, il y a le plan d'urbanisme et de mobilité aussi qui est sorti, qui intègre ces orientations-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Aussi, avec la création de notre équipe, en fait, on a créé un centre d'expertise. Ça a permis de faire quoi le centre d'expertise? Ça permet d'accompagner au niveau technique dans les projets, d'accompagner les équipes dans les projets. Et donc, ça permet de les rassurer. Ils peuvent compter sur une expertise interne et donc, ils se sentent appuyés. Et ça a surtout permis de développer des outils et de développer des dessins normalisés comme on voit ici à droite de l'image. Donc, ça fait quoi des dessins normalisés? Ça fait que quand on a un projet de réfection de rue dans lequel on veut aménager ces ouvrages-là, on n'a pas à réfléchir à chaque élément, comment le construire, etc. On prend un dessin, on l'adapte bien sûr au contexte de notre projet, mais ça nous fait déjà une super base pour commencer. Et donc, ça enlève, on est moins intimidé, ça enlève de la pression aux équipes et ça permet d'avoir quelque chose d'uniforme et qui est testé. Et parmi les autres outils aussi, on a développé des catalogues sur l'infrastructure verte, un guide, des fiches. Là, en ce moment, on travaille beaucoup sur des fiches techniques et conceptuelles. On en a sorti peut-être 6 ou 7 et on va les mettre sur un site Internet sur lequel on est en train de travailler pour qu'ils soient aussi diffusés à l'externe. Donc, on fait aussi des dessins d'inspiration parce que pour que nos dessins soient normalisés, il faut qu'on les teste. Et donc, avant qu'ils soient normalisés, c'est des dessins d'inspiration. On développe d'autres outils comme des procédures d'essai d'écoulement, des listes de végétaux, etc. Et récemment, on vient de finir une vidéo sur comment construire une infrastructure verte sur rue. Et elle va être bientôt diffusée. C'est à l'attention des entrepreneurs justement et des concepteurs pour justement diminuer le nombre d'erreurs. Donc, dans les outils, on travaille, donc, comme je vous le mentionnais, vidéo pour l'entretien, on l'a sorti déjà, des fiches par thème sur lesquels on est en train de travailler. Puis nos objectifs, c'est développer une carte de plan de réseau majeur pour les parcs, des fiches techniques, continuer à les développer. La vidéo de construction des IVD, elle est finie, on va bientôt la diffuser, etc. On a plein d'outils en cours de développement, des dessins normalisés, puis surtout des formations qu'on donne. Donc, je vous ai mis un ordre d'idée du nombre de formations qu'on a donné en 2023, 2024, puis jusqu'à juin 2025 aux arrondissements, les 19 arrondissements, aux services de l'eau, aux services centraux, le service d'urbanisme et le service des infrastructures routières, aux concepteurs externes et aux entrepreneurs. L'autre élément qui caractérise aussi notre stratégie d'implantation, comme c'est quelque chose de nouveau, comme on partait quasiment de zéro à la ville de Montréal, on s'est trouvé des alliés au niveau universitaire, notamment. Et donc là, pour chaque question qu'on se posait,
comment ça fonctionne les végétaux, est-ce qu'on peut avoir différents types d'entrées d'eau, est-ce que le sel de déglaçage l'hiver, ça a un impact, etc. On s'est trouvé un partenaire stratégique au niveau universitaire pour nous aider à répondre à toutes ces questions-là. Je vous ai mis quelques exemples d'universités avec lesquelles on a travaillé, l'École de technologie supérieure, l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. Dernièrement, la dernière année aussi, on s'est intégré à un groupe d'échange au niveau nord-américain, Canada, États-Unis, qui s'appelle le Green Infrastructure, c'est JSI, je me souviens plus ce que ça veut dire exactement, mais et puis le C40 Cities. On a aussi des groupes de travail avec la France, à Lyon, notamment Paris, et puis Polytechnique Montréal, Université de Montréal, l'UQAM. En fait, toutes sortes d'universités qui voulaient embarquer avec nous, on leur donnait un sujet de recherche sur lequel travailler. J'ai mis quelques exemples de sujets de recherche, donc avec les universitaires, par exemple. Un sujet, c'était l'intégration d'infrastructures vertes dans un réseau d'égouts avec contrôle en temps réel pour la réduction des volumes de débordement. Un autre, c'était une simple revue de littérature sur l'impact des chlorures sur les arbres. Un autre, c'était l'élaboration d'un test de mise en service pour un parc résilient, etc., etc. Donc, toutes sortes, en fait, tout ce qui concerne les végétaux, le civil, l'entretien l'hiver, comment le fonctionnement, etc., eh ben, a fait l'objet d'un sujet de recherche en partenariat avec les universités. Donc, finalement, les résultats qu'on a obtenus, globalement, si on compte les volumes qu'on gère dans les infrastructures vertes sur rue et dans les parcs, on arrive à environ, disons, en 2025, on arrive à plus de 45 000 mètres cubes, combiner les deux. Puis là, je vous ai mis 2026-2027, nos prévisions. Plus en détail, ici, on voit, donc, pour les parcs éponges, j'ai détaillé projets construits, aménagés, construits en phase finale d'aménagement, en cours de construction, etc. Donc, si on regarde les 4 premières catégories, donc jusqu'à l'appel d'offres, on est à plus de 30 000 mètres cubes, ce qui représente environ 12,5 piscines olympiques. Et aussi, la particularité, c'est que 3 de ces parcs-là ont été conçus quasiment à 100% par notre équipe. Les autres sont conçus soit par les arrondissements, soit par les concepteurs, les firmes de génie à l'externe. Donc là, pour les parcs éponges, plus particulièrement, on voit que jusqu'en juin, j'ai compté jusqu'en juin 2025, on avait largement dépassé l'objectif qui avait été fixé par le ministère de l'Environnement, qui était de 9 000 mètres cubes. Donc, on dépasse le 25 000 mètres cubes de tout ce qui est construit ou en cours de construction en travaux. Pour les infrastructures vertes sur rue, on est à plus de 60 000 mètres carrés en surface, ce qui représente 8 terrains de soccer, puis plus de 6 piscines olympiques. Donc, en date de juin 2025, on a largement dépassé l'objectif de 8 500 mètres carrés qui avait été fixé par le ministère de l'Environnement. Donc, finalement, les défis qu'on a rencontrés dans l'implantation de notre programme, c'était d'abord lié au fait que c'était un domaine encore relativement nouveau, autant pour les intervenants internes, donc pour les équipes d'arrondissement ou les équipes centraux, que pour plusieurs concepteurs et entrepreneurs à l'externe. Il a fallu donc rassembler les intervenants autour de leur pouvoir d'action, donc leur expliquer que chacun avait le pouvoir d'avoir il avait la possibilité d'avoir un impact dans l'implantation de notre programme. Il y avait donc du coup beaucoup de besoins de formation, autant à l'interne qu'à l'externe, parce qu'encore aujourd'hui, on voit beaucoup d'erreurs en conception et en construction. Donc là, actuellement, on a 2 étudiants de l'ETS, d'École de technologie supérieure, qui font la tournée des infrastructures construites pour justement les évaluer leur efficacité et nous faire une espèce de statistique pour qu'on puisse encore développer des outils, voir où sont les problèmes pour qu'on puisse adapter les outils qu'on développe. Aussi, le domaine est encore peu documenté en milieu urbanisé. On voit des études, des projets de recherche en campagne, etc., mais dans des milieux urbanisés comme Montréal, il y a encore peu de données. Donc, il manque des données scientifiques. Il y a besoin de documenter le comportement. Donc, comment ça fonctionne à moyen et à long terme? Est-ce que ça vieillit bien? C'est quoi les enjeux qu'on rencontre après plusieurs années de fonctionnement?
Quelles sont les retombées liées à ces aménagements-là? Donc, on fait des hypothèses, on essaye enfin, on sait que ça diminue les surverses, etc., mais quantifier ces retombées-là, quel est l'impact positif sur la santé des citoyens qui habitent à proximité de ces espaces verts, etc. C'est encore très peu documenté. Et puis, il y a beaucoup d'outils à développer pour la conception, la réalisation et pour le suivi post-construction. Et puis finalement, les défis qu'on a rencontrés, c'est lié au domaine de métier qui sont impliqués dans l'aménagement de ces ouvrages. Il faut des ingénieurs en génie civil et puis des ingénieurs spécialisés en hydraulique. Il faut des architectes de paysage et il faut des urbanistes. Et pour qu'un projet fonctionne, ben, il faut que ces trois types de métiers se parlent et travaillent ensemble. Donc parfois, ça peut représenter quelques défis sur le terrain. En conclusion, je résumerai, je dirais qu'en fait, ce qui a la clé du succès, qu'est-ce qui a fait que le programme a fonctionné, puis qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à atteindre nos objectifs? Trois choses, à mon avis. La première, c'est la volonté politique et le financement. Si nos directeurs, nos gestionnaires, nos élus n'y croyaient pas à l'époque, en 2022, on n'aurait jamais réussi à mettre en place ce programme-là. Donc, ça commence par une volonté politique et le financement qu'on a eu qui a permis justement de donner un petit coup de pouce au projet. L'engagement des équipes au service de l'eau, puis des arrondissements et les équipes, les concepteurs externes et les entrepreneurs. Et finalement, l'expertise interne. Le fait d'avoir un centre d'expertise, ben, ça a permis vraiment de mettre en confiance les équipes qui sont en charge des projets. Donc, je dirais pour finir que si vous voulez mettre en place ce genre de programme, la première chose facile à faire, c'est de s'accrocher au verdissement, c'est-à-dire profiter qu'il y a un espace vert qui va être aménagé quelque part pour dire, ah, ben, est-ce que cet espace-là, il peut aussi gérer l'eau en plus de la fonction première qu'il avait? Est-ce qu'on peut faire en sorte que de l'eau puisse être acheminée à cet espace-là? Ensuite, développer un plan stratégique, donc des documents, des orientations chiffrées, se mettre des objectifs, créer un engouement par des projets pilotes, donc commencer par des petits projets, puis ensuite, ça permet d'accepter, d'avoir une plus grande acceptation sociale. Et vraiment, à mon avis, s'il n'y a pas de financement associé, c'est très difficile d'avoir un déploiement à grande échelle. Finalement, il faut accepter que rien n'est parfait au début. C'est sûr qu'encore aujourd'hui, on voit des erreurs, mais il faut commencer quelque part et puis il faut faire des suivis pour justement essayer de tendre vers le moins d'erreurs possible. Mais il ne faut pas se dire j'attends que tout soit parfait, que toutes les connaissances soient là, que tous les outils soient là pour pouvoir faire mon premier projet. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut y aller, il faut foncer, puis ensuite il faut aller voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis corriger. Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Ikram. Super et excellente présentation. Je ne sais pas si vous avez eu le temps Oui, de regarder un peu les questions. j'en Euh, ai vu une sur oui. l'entretien. Who maintains the parks and who pays for them? Alors, pour le financement, c'est sûr que le parc, il est financé, tu sais, qui gère l'eau ou qui gère pas l'eau, il faut qu'ils aillent chercher du financement. C'est du financement interne de l'arrondissement, mais il y a aussi beaucoup de subventions qui proviennent soit du gouvernement fédéral, du ministère des Affaires municipales ou du ministère de l'Environnement pour compléter. Mais si en plus ces parcs font de la gestion des eaux de pluie, notre équipe finance une partie des travaux liés à la gestion des eaux de pluie à hauteur de 1 200 $ le mètre cube. Donc, en fait, ça a été fixé justement pour comparer à une solution souterraine pour que ce soit toujours plus avantageux de faire une gestion d'eau en surface. Donc, c'est comme ça qu'a été établi ce taux-là. Euh, Ensuite, pour l'entretien, c'est sûr que c'est vraiment l'élément critique parce que souvent il est oublié. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'impliquer dès le début du projet l'équipe d'entretien de l'arrondissement
Puis souvent, on est l'intermédiaire entre, par exemple, s'il y a des concepteurs externes et l'équipe d'arrondissement, on essaie justement de faire le lien pour que les travaux publics qui entretiennent soient toujours intégrés au début du projet. Mais ça reste encore un défi parce qu'il manque des budgets, ça c'est sûr. Et parfois, il peut y avoir une iniquité entre les arrondissements puisqu'ils sont indépendants les uns des autres. Donc, il y a un arrondissement qui peut avoir, par exemple, 40 jardiniers. Donc, lui, il va pouvoir faire l'entretien régulièrement, etc. Parce que c'est la volonté politique de cet arrondissement-là que de mettre l'emphase sur le verdissement. Puis, à côté, juste à côté, on peut avoir un arrondissement qui a 3 jardiniers, par exemple. Donc, c'est sûr que là, il va y avoir une différence. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des outils pour justement expliquer en quoi consiste l'entretien, pour qu'ils sachent tout de suite en partant qu'est-ce qui les attend, faciliter, c'est ça, leur faciliter un peu le travail là-dessus. Et puis, on a donné aussi des formations sur justement l'aspect choix des matériaux et l'entretien que ça implique. Parce que souvent, on se fait proposer, surtout quand la conception est faite à l'externe, les personnes ne sont pas toujours conscientes de l'entretien que ça représente à l'interne de la ville. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est sensibiliser les concepteurs externes justement à tout l'entretien que ça représente, ce qu'ils nous proposent. Donc, ça peut être une solution parfaite, mais qui représente beaucoup d'entretien. Donc, on a créé des formations là-dessus. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il faut essayer le moins possible de multiplier des ouvrages différents. Donc, pour faire rentrer l'eau, par exemple, pour faire rentrer l'eau de la chaussée vers l'aménagement, je vous ai montré une bordure abaissée. Donc, ça, c'est simple, c'est facile à entretenir. Mais parfois, on a des concepts où ils nous proposent de faire rentrer l'eau par le souterrain, etc. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins d'ouvrages différents à entretenir aussi. Les équipes, c'est facile. Ils apprennent une fois comment faire et puis ils multiplient partout à l'échelle de la ville. Parfait, merci. Une autre question, est-ce qu'il y a une longueur minimale à respecter pour les ATD? De votre côté, quelle longueur est-ce que vous recommandez? Oui, alors je parlerai peut-être plus de largeur et de surface. Disons que s'il y a un arbre, il faut que l'arbre il ait 10 mètres cubes de sol. Donc, il faut qu'il y ait même une surface minimale. Puis, en fait, quand on aménage, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on ajoute 1 mètre de sol en profondeur. Donc, on recommande que la surface soit de 8 à 10 mètres carrés minimum, parce qu'avec la roche qu'on met pour enlever les sédiments, etc., si c'est trop petit, on n'a pas de place pour mettre des végétaux. Or, les végétaux, les arbres, les arbustes, font partie intégrante de la solution puisque c'est grâce aux racines qu'il y a de l'évapotranspiration, ils stabilisent les sols, etc. Donc, avec l'expérience, je dirais minimum 8 à 10 mètres carrés pour avoir quelque chose d'intéressant. Et D'accord. pour la largeur, je dirais qu'à partir de 1,2 mètre de largeur, surtout pour les fausses d'arbres, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. En dessous, c'est compliqué à intégrer parce qu'il faut des pentes, etc. C'est plus difficile. We are going to wrap up here. I will be sending you a link to the survey prepared by our funder, the FCM. We would appreciate it if you would take a minute to complete it. Nous allons devoir conclure ici. Je vous enverrai un lien vers un questionnaire préparé par la FCM. On serait très reconnaissant de bien vouloir prendre quelques minutes pour y répondre. And I want to thank everyone for joining us today and throughout this webinar series, a bilingual report featuring all 10 of our equity-based climate adaptation case studies, including several highlighted in this series, will be published this fall. So to stay informed, please sign up for our newsletter on the Canoe website. And thank you so much, everyone, and have a great day. Merci, Ikram, encore une fois. And thank you to everyone who was here today.